l'accueil et merci d'avoir aussi organisé ce club, cette édition du Club d'économistes. Je suis très ravi de me retrouver parmi des journalistes chevronnés, un groupe connu par son professionnalisme et la régularité, la persévérance. Je me rappelle de la Covid-19 et je me rappelle, comme beaucoup de Marocains, de la difficulté de la presse, notamment écrite, pour traverser cette épreuve. Et je vois que le groupe a pu non seulement survivre, ce qui est déjà un exploit dans le monde d'aujourd'hui où tout se digitalise, mais il a pu aussi garder ses ressources humaines, son capital humain qui est le cœur est le plus important et le plus cher. Et il faut dire aussi qu'en observant aussi votre travail de l'extérieur, vous arrivez aussi à garder vos ressources, ce qui est très important dans le monde dans lequel vous travaillez. Et effectivement, la variété des couvertures, des sujets, et puis aussi l'impartialité, parce qu'elle est fondamentale, elle est indépendante, et l'indépendance est fondamentale pour pouvoir aussi jouer un rôle qui est important pour accompagner la transformation d'un État, d'une nation, et pas seulement, je dirais, gérer au jour le jour l'information. Et donc, je voudrais d'abord vous rendre hommage, et rendre hommage aussi aux dirigeants que vous avez, à Sir Khalid et à vous, la femme qui dirige la rédaction, aussi, mais également à toutes les femmes et tous les hommes. Le 8 mars, donc j'ai avec moi Madame la secrétaire générale, la directrice générale de l'ANAPEC, la directrice de la coopération et ma conseillère en matière de communication qui est le produit de votre groupe aussi. Donc pour revenir à votre question, excusez-moi l'introduction, il fallait que je le dise parce que c'est par conviction que je le dis. Pour ce qui est de l'État social, effectivement, vous savez, le monde a connu tellement de changements que les systèmes de gouvernement ont dû opter pour des choix en matière de déploiement de la collectivité publique, de l'État, en complémentarité avec l'État régional ou l'État de proximité, connu sous la dénomination de la collectivité territoriale, pour pouvoir satisfaire aux besoins des citoyens, mais sans perdre de vue, je dirais, la dimension de la nation. L'État social est un procédé. C'est un procédé qui est d'abord politique, parce qu'il suppose des contrats, qu'ils soient clairs, explicites, mais ils peuvent aussi être implicites, entre ceux qui gouvernent et la population. C'est un procédé aussi institutionnel, car ce contrat doit se déployer à travers des institutions qui peuvent être nationales, qui peuvent être aussi locales, qui peuvent être élus, qui peuvent aussi faire partie de la technostructure d'un pays, pour pouvoir délivrer un certain nombre de choses dans une optique de justice sociale. Et on observe depuis, c'est-à-dire au long du XXe siècle, un certain nombre de perturbations que l'État, de toute façon, a connues, de par d'abord le manque de moyens que nous avons pu vivre dans un certain nombre de pays, à travers un certain nombre de crises, de chocs. Nous n'avons pas besoin de revenir sur l'histoire de l'humanité du XXe siècle. Mais ceci a donné, à un certain moment, un redéploiement d'abord d'un État central fort, l'État-providence que nous connaissons tous, vers un État décentralisé où les choses les plus compliquées, les plus difficiles, les plus budgétivores ont été déléguées aux collectivités territoriales dans un souci d'efficacité d'abord, parce qu'il fallait la proximité pour gérer un certain nombre de services. On retrouve dans les villes aujourd'hui, dans le monde entier, les services de transport, les services d'électricité, un certain nombre de services de proximité pour des pays plus avancés, même des services de scolarité, d'enfance, etc., qui sont qui sont délégués à ces collectivités-là. Et l'État central a toujours gardé des aspects régaliens pour normaliser, pour orienter, pour arbitrer. Mais le début du XXIe siècle a connu son lot de problèmes aussi. Et nous avons vu se creuser dans le monde entier un certain nombre d'inégalités. Cela s'est manifesté par des
réaction populaire, des fois organisée, des fois moins organisée, malgré la présence de systèmes démocratiques qui, théoriquement, devrait permettre ou devait permettre d'absorber ces clivages, ces divergences et cette pauvreté en matière de politique publique efficace en matière sociale. Et comme vous le savez bien, donc, la mondialisation avait pris une part très importante dans la marche de l'humanité. La loi ou les lois du marché ont pris je dirais, le dessus sur le reste. À l'époque, on appelait ça le consensus de Washington, dans lequel il y avait un certain nombre de piliers. Et nous, comme beaucoup d'autres pays, nous avons été dans cette marche mondiale. Mais à un certain moment, la question de la fracture sociale, la question de la justice sociale, la question de l'égalité s'est posée. Donc l'État social... Alors, nous sommes à quelle période là? Alors pour moi, le Maroc est un pays qui a su mener une trajectoire assez singulière. Parce que les pays, enfin dans le monde entier, les pays mobilisent des moyens pour faire du social. Ils traduisent l'État social à travers aussi une force de frappe budgétaire, une capacité aussi à distribuer des ressources qui sont collectées. Et donc une performance économique à la base qui permet de faire un travail de redistribution. La définition de l'État social, et j'y arrive, c'est de dire d'abord un État social, ou le nouvel État social est un État social qui doit permettre à l'individu de maîtriser son avenir, sa trajectoire. Donc un État social doit fournir à l'individu les outils, les instruments, les moyens, l'accompagnement pour pouvoir se frayer son chemin, faire ses choix. Quand vous n'avez pas de choix, quand vous êtes condamné à cause de votre classe socio-économique ou à cause de votre appartenance géographique ou à cause de je ne sais quel critère, autre critère, l'État social ne fonctionne pas. Et je pense que le Maroc a pu dessiner les contours d'un État social autour de 4 ou 5 grands sujets. D'abord, pour qu'on soit dans un État social qui se respecte, il faut que le droit à la vie, à la santé, soit respecté. Donc, la couverture sociale, la couverture médicale est un sujet de fond. Quelques pays, rares sont les pays qui l'ont fait, grâce à la vision de Sa Majesté depuis quelques années déjà, notamment suite à la crise de la Covid-19, nous sommes sur un sujet important. Donc, couverture sociale, couverture médicale, pour permettre aux citoyens de vivre dignement, quel que soit leur niveau de revenu et quel que soit leur statut, actif, inactif, en chômage, en travail, etc. Deuxième sujet important, il faut dans l'État social permettre aux gens d'accéder à l'emploi. Parce que l'emploi est un point d'entrée important qui permet aux gens d'avoir un projet de vie, qui n'est pas un projet de vie professionnel seulement, c'est-à-dire les compétences que vous allez acquérir, les jobs que vous allez faire. Les dernières études du World Economic Forum, par exemple, parlent d'une moyenne de 12 jobs pour un individu dans la vie, sur les 30 prochaines années. Donc, il faut pouvoir permettre aux gens, à la population, aux citoyennes et aux citoyens d'accéder à l'emploi. Et naturellement, derrière, il y a un certain nombre de concepts qu'on pourrait dérouler. Le droit à la formation tout au long de la vie pour pouvoir faire des reconversions, pour pouvoir avoir un choix. Le troisième sujet important, ce sont les services publics. Vous ne pouvez pas être dans un État social où les services publics du pays en question sont pauvres. Parce que ce n'est pas juste une question de service et de qualité et de satisfaction des citoyens, c'est aussi une question de coût de la vie par rapport au ménage et à la personne que vous êtes. Quand vous avez des services publics de qualité, les investissements que vous allez faire à l'échelle de votre personne, qui vont sortir de votre salaire, ne seront pas les mêmes. Vous ne serez peut-être pas obligé d'acheter une voiture si les transports sont bons. Vous ne serez peut-être pas obligé d'aller vers l'école payante si l'école publique est bonne, etc., etc. Les soins en matière de santé. Donc les services publics est un sujet fondamental pour un État social qui se respecte. Et puis, naturellement, l'éducation. L'éducation que je sors comme étant un élément à part, vous pouvez le rentrer dans les services publics si vous voulez, mais je le sors comme étant un élément à part parce que l'éducation est le sujet qui permet aussi à une nation d'atteindre la cohésion
en matière de société. Parce que nous sommes appelés dans une société à vivre ensemble. Et les choix qu'exprime la société à travers la démocratie, à travers les élections, lui permettent de fonctionner ensemble. Et la solidarité qui s'exprime par des régimes où ceux qui travaillent payent, par exemple pour l'assurance maladie obligatoire. Ce sont des gens qui contribuent, mais d'autres n'ont pas les moyens de contribuer. L'ancien Ramed est un exemple, devenu Amotadamon par exemple. Et donc quand vous devez, sur le plan des retraites, sur le plan de la couverture sociale, sur bien des sujets, quand vous devez assurer une solidarité entre des personnes qui peuvent générer des revenus, qui travaillent, qui sont actifs, et d'autres qui ne peuvent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes conditions d'accès à la société, je veux dire, active. Donc, il faut que cette solidarité puisse se faire. Pour qu'il puisse se faire, la source de la conviction, le système de valeurs qui drive, qui conduit, je dirais, notre pensée collective, ne peut émaner que de l'éducation, bien sûr, à côté de la famille, qui est un sujet fondamental. Donc pour moi, ce sont les composantes d'un État social, mais qui, en fin de compte, doit donner à l'individu les moyens de son émancipation pour faire ses choix, sans lui dicter ses choix, mais lui donner les moyens. Et par la suite, l'État doit faire des efforts à travers des programmes pour pouvoir délivrer cette offre sociale. Donc l'emploi, un des piliers qui vous concerne donc directement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous avons une croissance qui est très pauvre en emploi, c'est-à-dire on ne crée pas assez, mais quand on crée, c'est très peu. Et l'emploi créé n'est pas toujours de l'emploi structuré. Il y a beaucoup d'emplois informels, notamment dans les services, l'emploi qui n'est pas rémunéré. Oui, oui. Écoutez, d'abord, l'emploi est un sujet effectivement qui est au cœur de tous des préoccupations de tous les gouvernements dans le monde. Surtout après les transformations géopolitiques, économiques que le monde a connues. Sans revenir sur une analyse des conditions et de ce qui se passe à l'international, les derniers chiffres de l'emploi, si on veut faire une analyse des derniers chiffres de l'emploi, l'année 2023 par exemple, les chiffres du Haut Commissariat au Plan ont permis de ressortir 3 dynamiques en matière d'emploi. La première dynamique est ce qu'on peut appeler l'emploi salarié. Donc création de 588 000 postes dans ce qu'on appelle l'emploi salarié. Donc j'utilise les termes, les définitions du Haut Commissariat au Plan. 588 000 emplois, c'est un chiffre inédit, parce qu'en moyenne, nous n'avons pas dépassé les 140 000 ou 145 000 sur les 5 dernières années, et même plus. C'est en une année? En une année, 2023. Donc 588 000 emplois salariés. Maintenant, et ce sont des chiffres corroborés par d'autres chiffres de la CNSS que je vais citer dans un petit instant pour dire que c'est une tendance réelle, c'est du vrai. Ce n'est pas... La deuxième tendance, qui annule un peu l'effet de cet emploi salarié, pour expliquer aussi la hausse du taux de chômage, voilà, c'est la perte de 535 000 ou 33 000 emplois dans ce qu'on appelle l'auto-emploi. Donc l'auto-emploi est un emploi qui permet de... c'est la question qui est posée aux personnes, c'est de dire est-ce que vous avez une occupation? Est-ce que cette occupation qui ne rentre pas dans le cadre d'un emploi salarié, donc il n'y a pas une relation de travail avec un employeur, donc c'est quelqu'un qui travaille pour son propre compte et puis qui génère un revenu. Donc il y a un revenu, L'emploi salarié, il y a le salaire, mais il y a aussi l'assurance médicale, il y a un certain nombre de conditions. Il est plus proche d'un emploi décent. L'auto-emploi, effectivement, donc il couvre aussi énormément d'aspects qui peuvent être sous, je dirais, la coupole ou la dynamique ou la réalité aussi de l'informel. D'accord ? Et troisième dynamique, avant de faire une petite analyse sur les trois, troisième dynamique est celle de l'emploi non rémunéré.
toujours d'après le Haut Commissariat au Plan, l'emploi non rémunéré, le nombre des personnes qui ont perdu cette fois, parce que le chiffre il est négatif malheureusement, c'est presque 209 000 personnes qui ont perdu leurs emplois, mais ce ne sont pas des emplois salariés, ce ne sont pas des emplois avec des revenus, ce sont des emplois non rémunérés. Alors, les emplois non rémunérés, dans la classification ce sont des emplois effectivement qu'on retrouve, qui nous viennent des milieux ruraux, à 80%, dans les chiffres du HCP toujours, ou même plus que 80%, et effectivement, ce sont des personnes qui travaillent avec leur famille pour les aider. Voilà, c'est dans ce sens. Alors, quand vous faites la somme des 180 000, moins 530 000, moins 209 000, ça vous donne les 157 000 chômeurs qui se sont rajoutés au 1,4 million des personnes qui existaient auparavant pour vous donner 1 500 000 et quelques. Et c'est ce qui explique la hausse du taux de chômage du 11,8 à 13%. On a eu quand même de la chance parce qu'il y a deux éléments c'est-à-dire qui sont favorables, c'est-à-dire avoir le taux de chômage aussi. En fait. C'est le taux d'activité et le taux d'emploi qui sont en baisse. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui ne se présentent pas sur le marché du travail. C'est oui. Ce qu'on appelle les découragés. Il y a des découragés, ce qui est tout à fait normal. Quand vous n'avez pas de pluie, quand vous n'avez pas de... Parce que les personnes qui se... Oui, parce que nous sommes quand même à la 5e année de sécheresse. Ça fait des années que nous avons la sécheresse. N'oubliez pas que nous avons traversé quand même la Covid-19, que la structure des nids qui sont dans le stock des personnes en chômage, la moitié n'a pas de diplôme, c'est-à-dire n'a pas le bac. Et donc, demander à des personnes qui n'ont pas de bac d'aller chercher un emploi où déjà les personnes qualifiées peinent à trouver des jobs, ce n'est pas toujours simple. Mais laissez-moi juste faire une petite analyse rapide, parce que vraiment, on va apporter des éléments d'éclairage assez intéressants. D'abord, vous avez remarqué, nous n'avons aucun complexe avec les chiffres du HCP. Au contraire, ce sont des chiffres que nous prenons et qui sont d'ailleurs pour moi très positifs de 2023, malgré... négatif, c'est quand même cette baisse tendancielle. On y arrive, parce que c'est dû à beaucoup de choses. Mais analysons le fond du sujet. Parce que l'effet psychologique, vous pouvez le régler par 1000 façons. Mais la réalité dure est celle que je voudrais analyser aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez quand même 588 000 emplois salariés. Alors, ça, c'est les chiffres de 2023. Nous avons quand même consulté la CNSS, qui est la Caisse nationale de la sécurité sociale, dans laquelle se regroupent plus de 300 000 entreprises actives, avec quelque chose comme 4 millions de personnes qui sont déclarées. Et nous avons vu effectivement, parce que les chiffres dont nous disposons de la CNSS sont des chiffres de la fin 2022. Les chiffres de la fin 2023 ne seront disponibles qu'en avril, Inch'Allah. Et en fait, la tendance est bonne. Fin 2022, création de 313 000 emplois à la CNSS. C'est-à-dire, c'est en net, création de 700 000, destruction de 400 000. Donc 313 000 en net. Donc ce sont des personnes avec des noms, des prénoms, des déclarations. Ce ne sont pas des enquêtes. C'est des personnes, c'est de la valeur absolue, bien identifiées, avec des entreprises, etc. etc. C'est-à-dire déclaré pour la première fois. En fait, pour l'année 2000, en fait, la stabilité, c'est un autre chiffre, je vous donnerai pas mal de chiffres par la suite, comme ça vous pouvez les analyser de façon plus approfondie, mais si vous voulez, les personnes qui ont une stabilité de l'emploi de plus de 11 ans, c'est pratiquement 50% de personnes qui sont à la CNSS. Donc quand je parle CNSS, ça veut dire que nous sommes dans le secteur formel. Ah. Donc voilà, donc quand nous observons ce qui se passe dans le secteur formel, nous avons une augmentation en matière de recrutement, 313 000 d'après la CNSS, 588 000 d'après le Haut Commissariat au Plan, travail salarié, donc majoritairement dans le formel. Nous avons un tiers des personnes qui ont été employées sont des femmes. Donc nous ne sommes pas sur le taux de 19 ou 20% national du travail de la femme. Quand vous rentrez dans le secteur formel, vous êtes au tiers.
c'est intéressant comme chiffre. C'est-à-dire que ça nous montre la piste de ce en quoi on doit investir davantage. Les recrutements qui se font dans les entreprises, dans les usines, le nombre de femmes est important. Et donc, quand on regarde ce que fait l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, par exemple, ce qui transite de ces flux-là par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences avec les différents programmes, pratiquement la moitié de ces chiffres-là transitent par l'ANAPEC. Nous sommes même à 43, 45, 47%, dépendamment des programmes, en matière de travail de la femme. Mais naturellement, dès que vous sommez, vous faites la somme de ce travail formel avec l'auto-emploi, dans lequel il y a énormément d'informels, ben les chiffres, forcément, elles chutent. Et donc, ça nous interpelle sur, effectivement, le poids de l'informel dans notre pays et puis toutes les actions que nous sommes en train de mener pour pouvoir faire face à ce sujet-là. Mais il y a une explication que je voudrais avancer, si ça ne vous dérange pas, par rapport à la deuxième catégorie, qui est celle de l'auto-emploi. Nous avons fait un benchmark avec le Bureau international du travail. Donc, nous recevons le directeur général, Inch'Allah, le mois d'avril. Première visite au Maroc, parce que du nouveau directeur général, au Maroc, donc, pour appuyer aussi tout le processus que nous avons lancé sur un autre sujet qui est celui du dialogue social, mais également des efforts que nous sommes en train de faire. Alors, pour analyser la deuxième dynamique, vous avez l'auto-emploi. Alors l'auto-emploi, nous avons fait un benchmark. L'auto-emploi, qu'est-ce que c'est? Alors, l'auto-emploi, à ne pas confondre avec les auto-entrepreneurs au sens... parce que quand vous regardez les chiffres, vous trouvez que l'auto-emploi, c'est 530 000 pertes d'emploi, ce que nous n'avons pas sur les chiffres des auto-entrepreneurs, parce que les actifs dans les auto-entrepreneurs sont de l'ordre de 300 000, et les vraiment actifs qui paient tout, c'est de l'ordre de 50 000. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie qui travaille pour son propre compte, qui déclare travailler et générer un revenu pour son propre compte, sans pour autant être catégorisé auto-entrepreneur. Et donc, c'est beaucoup de travail dans le commerce de proximité, dans l'informel. D'ailleurs, parmi les secteurs qui ont été touchés comme corollaire de la problématique agricole et de la problématique de l'eau, c'est le commerce qui est lié à la food industry. Et donc, forcément, vous avez une perte de 74 000 postes dans le commerce lié si on fait une analyse sectorielle. Donc on comprend effectivement que tous ceux qui étaient dans le commerce de proximité puis ne se retrouvaient plus, etc. Mais l'analyse que nous avons faite et le benchmark que nous avons fait avec le BIT fait ressortir une information de taille. Dans le monde entier, à chaque fois qu'un pays lance une politique, un programme, des programmes sociaux, tous ceux qui étaient dans du travail un peu précaire, comme ce type d'auto-emploi, ils déclarent qu'ils n'ont plus ce genre de job pour pouvoir, soi-disant, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais soi-disant, bénéficier des aides sociales. Donc on peut comprendre qu'à travers la mise en place du RSU, du RNP, des aides sociales, etc., un certain nombre de personnes qui voulaient rester, je dirais, dans le giron social pur, avec les aides, etc., déclarent qu'ils ne sont plus, parce que le chiffre est important. Même pendant la Covid-19, le chiffre le plus important à la CNSS, c'était de 212 000 pertes d'emploi en matière d'auto-emploi. Je vous donnerai les graphes. 212 000, chiffre 2020. Et on ne peut pas être à 588 000. Donc pour nous, c'est un phénomène qui ne reflète pas une vraie réalité. Je dirais, il y a du vrai naturellement dans le phénomène, mais pour nous... Et donc le troisième phénomène, et qui quand même nous interpelle, c'est tous ceux qui nous viennent, je dirais, des milieux ruraux, des 200 000, travail non rémunéré, emploi non rémunéré, qui, de par la statistique, sont calculés, parce que vous n'allez quand même pas donner la même importance à quelqu'un qui a un job avec un salaire et avec une protection sociale, etc., vous allez le considérer de la même façon que quelqu'un qui n'a pas de job. C'est quand vous faites la somme, c'est comme si c'était la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Mais de toute façon, on respecte les chiffres, on respecte les critères internationaux, mais juste pour dire que les 200 000, traditionnellement, qu'est-ce qui se passait? Ces personnes-là, qui arrivaient sur le marché du travail, elles étaient absorbées par deux secteurs. Parce que c'est une workforce, c'est une force de travail qui n'a pas forcément une formation de haut niveau. C'est des personnes qui n'ont pas des skills.
Ils n'ont pas de diplôme, etc. Donc ils ne vont pas se redéployer facilement dans le secteur industriel ou autre. Donc ce sont des personnes qui travaillent soit dans les BTP, soit dans le commerce en particulier, les services, mais le commerce en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé dans les BTP? Cette année, le BTP a créé 19 000 emplois. L'année dernière, il en a perdu 1 000. Nous tablons, avec les investissements que nous avons aujourd'hui au niveau des BTP et avec les projets 2030, énormément d'infrastructures, de revenir à l'ère glorieuse des BTP avec quelque chose comme 80 000 emplois par an. C'est ce que je veux dire. Donc c'est un moyen aussi pour pouvoir absorber ce genre, je dirais, ce flux de la population. Donc on se retrouve avec 157 000 chômeurs, avec une baisse un peu faible du taux, je dirais, de ceux qui cherchent, ceux qui se mettent en position de chercher de l'emploi. Mais je pense que la vraie analyse devrait être des 3 dynamiques, donc 3 types de politiques à mettre en place. Donc la première, elle fonctionne déjà, les 588 000, c'est-à-dire que les mesures que nous avons pu mettre en place, parce que 588 000 emplois, ce n'est pas l'économie qui a créé 600 000 postes. On le sait, vous avez parlé de croissance, et vous avez un juste titre. C'est aussi un effet important de formalisation des emplois déjà existants. Et pour cette catégorie, vous parlez de mesures. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, principalement, nous pensons que des études sont en cours aujourd'hui pour raffiner, parce qu'il faut vraiment accompagner les études que fait le Haut Commissariat au Plan par d'autres études qualitatives pour comprendre le phénomène. Parce que vous savez, vous avez tellement de chiffres, mais l'idée, c'est vraiment comprendre les phénomènes, pas pour faire un exercice médiatique ou de communication, mais surtout pour être sûr que les mesures de l'emploi sont bonnes. Alors, premièrement, nous avons l'effet de la hausse du SMIC. Parce que nous avons fait un dialogue social. Et dans les discussions du dialogue social, et l'accord que nous avons pu avoir le 30 avril 2022, nous sommes arrivés à cette conclusion que la formalisation des emplois, la qualité des emplois, la distribution des emplois, surtout auprès des catégories vulnérables comme les femmes et les jeunes, est tributaire d'un travail important de formalisation parce que l'économie marocaine regorge de possibilités sur ce plan-là, donc formalisation au sens déclaration à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Alors, vous savez que le coût de la formalisation n'est pas négligeable, parce que le coût des charges sociales n'est pas négligeable. En témoigne l'un des programmes que nous avons lancé au niveau de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, qui s'appelle Tahfiz, et qui connaît un grand succès, même s'il est limité en matière de cibles, etc. Et c'est parmi les programmes les plus importants parce qu'il permet de payer pour le compte de l'employeur les charges sociales qui s'élèvent. Bien sûr, j'ai tous les chiffres que vous voulez sur tous les programmes. Hein. J'ai la présentation de l'ANAPEC, la présentation du ministère, ces chiffres-là. Comme ça, vous avez vraiment le détail. C'est assez, ils sont en français, c'est assez structuré, que vous pouvez aussi checker très rapidement. Donc, nous avons ce programme Tahfiz qui montre qu'effectivement, dès que vous payez les charges sociales pour l'entreprise, elle recrute plus facilement. Oui, vous allégez le fardeau. Tout à fait. Le coût du travail. Le coût du travail par l'impôt, par les charges sociales, mais également par la formation. Je vais en parler dans un petit moment, si vous voulez qu'on continue dans les programmes d'emploi. Donc, les 588 000 2023 ou les 313 000 2022 selon la CNSS, c'est aussi et surtout un travail de formalisation grâce à la double hausse du SMIC. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a augmenté le SMIC, et le SMAG d'ailleurs, si vous vous rappelez, nous avons fait 5% de SMIC 2022 septembre, 5% 2023, le SMAG 10% 2022 et 5% 2023. Le signal que nous avons envoyé aux acteurs économiques et sociaux, c'est de dire qu'il faut être vigilant maintenant. Il y a un gouvernement qui est responsable sur le plan social, comme il doit l'être sur le plan économique. Nous avons un nombre important d'inspections. J'ai aussi des chiffres sur les inspections que nous avons pu diligenter avec les 588 inspecteurs du ministère. Et aussi, il faut rajouter les inspections de la Caisse nationale de la sécurité sociale, parce qu'il y a l'inspecteur du travail et l'inspecteur de la Caisse nationale. Nous avons reçu aussi, il y a pas longtemps,
Hassan Sivobrik, effectivement. On a beaucoup parlé aussi d'inspection. D'inspection, effectivement. Alors nous avons conjugué nos efforts, d'ailleurs on communique très bien, ça communique très bien entre les deux institutions. Donc nous avons quelque chose comme 40 000 visites, ça donne 300 000 observations, malgré les changements qu'on doit faire au niveau du Code du travail, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler plus tard, c'est-à-dire malgré le fait que les inspecteurs du travail, ils ont beaucoup de marge à avoir dans la prochaine loi, parce qu'aujourd'hui, ils font un travail exceptionnel, mais ils pourraient avoir plus de poids et leurs interventions pourraient être beaucoup plus déterminantes dans le monde de l'entreprise. Et pour dire que nous avons reçu, par exemple, 80 000 requêtes et nous en avons réglé 40 000, plus d'1 milliard de dirhams a été une sorte de recouvrement pour le compte des salariés, c'est-à-dire ceux qui avaient perdu leurs droits. Donc nous avons pu faire le recouvrement d'1 milliard au profit de ces gens-là, grâce notamment au fait soit qu'ils ils ont repris leur travail ou indemnisés, etc. Donc c'est un travail qui est important et nous l'avons fait par du leadership et du management. Donc, des fois, le capital immatériel dans l'action, parce que vous avez posé la question tout à l'heure, comment on transforme, il y a une dose de leadership importante et de management important qu'il faut injecter. Ce ne sont pas juste des chiffres et des dynamiques et de l'économie. C'est surtout aussi un travail de management, de perspective et de vision. Donc le message que nous avons donné à la Confédération générale des entreprises du Maroc, le message que nous avons donné aux 3 syndicats les plus représentatifs qui, pour rappel, ont signé l'accord social pour la première fois dans l'histoire du pays. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas des décennies que les syndicats les plus... Tous n'avaient pas signé avant. Ils se sont dit, nous allons prendre le sujet de façon très sérieuse. Il y a 2 rounds de dialogue social. Et donc, ce sont des événements d'une forte valence politique qui envoient des signaux que le gouvernement sera très vigilant. Il y aura énormément de rigueur pour ceux qui pensent que la loi ne sera pas appliquée. Et effectivement, nous avons mis en place des cellules pour recevoir je dirais, l'ensemble des anomalies, des dysfonctionnements, etc. Et nous avons fait des interventions importantes grâce à une collaboration, et tout ça c'est nouveau, avec les différents ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, parce que vous savez, les commissions qui règlent les conflits sociaux sont présidées par les gouverneurs. Ce sont des commissions qui... ne se réunissaient pas systématiquement sous la présidence du gouverneur. Et quand vous n'avez pas ce type de leadership, donc forcément les problèmes n'étaient pas réglés de façon les gens s'installer. Ça se fait de manière automatique? Ça se fait en tout cas beaucoup plus, parce que tout le monde a intérêt, il y a une bonne communication et une bonne symbiose pour pouvoir entre les 2 ministères, et énormément de proximité. D'ailleurs, nos programmes territoriaux, nos autres programmes territoriaux comme le programme Aurash, nous ont permis aussi de tisser des liens et de mieux positionner les agents du ministère, etc., sur ce sujet-là. On a l'impression que les relations du gouvernement avec les centrales syndicales sont peu rapprochées, sont peu cordiaux. Malheureusement, ça n'a pas permis d'avancer sur certains dossiers stratégiques comme la loi organique sur le droit de grève. Pourquoi vous avez réussi sur les autres dossiers et pas sur celui-là? Oui, si vous voulez qu'on passe directement au dialogue social, je le ferai avec plaisir. Parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne aussi cette architecture Avec plaisir. du dialogue social. Avec plaisir. Puisque vous dites que c'est quelque chose d'historique, oui, que le Maroc n'a jamais connu. Oui. Et en fait, vous êtes, quand on avait discuté, vous êtes passé de cette politique de marchandage à la politique de négociation. En fait, tout ça est imbriqué dans toutes ces politiques. Écoutez, dans le monde de la négociation, en général, il y a pas mal de références. La plus connue au monde, c'est un certain William Fisher. Donc tous ceux qui lisent, et d'ailleurs c'est anecdotique, quand on négociait avec les syndicats, il y en avait parmi eux qui avaient lu William Fisher. Et on s'est dit, ah non, ils lisent et beaucoup plus qu'on peut le penser. Et donc ça nous a facilité la tâche parce qu'on a pu organiser nos rounds de négociation autour d'une dimension conceptuelle assez rare dans ce genre d'exercice. Bon, revenons un peu en arrière. Le dialogue social est naturellement un processus qui correspondait à ce que les gens appelaient la démocratie formelle avant.
C'est-à-dire, comme vous faites des élections, vous faites un dialogue social, on peut s'asseoir autour d'une table, prendre des photos, ramener la presse, et puis on sort, il n'y a rien. Et en fait, le dialogue social n'était qu'un arrangement institutionnel qui permettait d'organiser, d'orchestrer un dialogue pour dire que le dialogue était fait. Avec ce gouvernement, je pense que la chose a été différente. Je vais vous en donner les preuves. J'en ai vraiment pas mal. D'abord, nous avons démarré le dialogue social en février 2022. Vous savez, le gouvernement a été nommé en octobre 2021. Tout de suite après, nous avons lancé un certain nombre de programmes d'urgence. Pas mal de chantiers. Pour ce qui est du ministère, c'était le programme Aourash, parce que c'était une priorité. On était vraiment très, très serré par les temps, des personnes qui avaient perdu leur job à leurs emplois. Et déjà en février, déjà après avoir lancé Aourash, qui est quand même un programme important, nous avons lancé le round du dialogue social. Alors en février, on démarre, mais on démarre sur quelle base? On démarre quand même sur un historique pas très facile. Pas très facile parce que 10 ans d'absence de dialogue social, ou de dialogue social, on va dire, incomplet, pour rester peut-être. C'est le cas aussi, c'est ce que nous disent aussi les syndicats. Et il y avait énormément de tensions, et le rôle en fait des syndicats n'avait pas été valorisé, et parce que les syndicats jouent un rôle fondamental dans l'architecture institutionnelle d'un pays. C'est une intermédiation et c'est une médiation fondamentale pour qu'un pays puisse fonctionner normalement. Et tout travail qui consiste à diminuer ce rôle-là est un travail, pour moi, antidémocratique. Même si certains commencent à parler d'une crise de représentativité des syndicats. C'est des sujets qu'on peut traiter. Il y a des mécanismes pour cela, et nous en parlerons notamment dans un certain nombre de lois qui ont été prévues. Alors, nous avons démarré en février 2022. Février 2022, on se rencontre avec les syndicats. Est-ce qu'ils représentent tous les salariés du moment? Non, il y a ce qu'on appelle des SAS. Il y a des sans appartenance syndicale. Pratiquement, le champ syndical représente un peu la moitié à travers le processus, je dirais, d'élection, des élections professionnelles, mais il y a naturellement des gens qui restent en dehors. Mais ils ont quand même, les syndicats ont une force de mobilisation, parce que la mobilisation ne se fait pas sur la base d'idéologie, elle se fait sur la base de demandes sociales, et donc c'est de la valeur absolue. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons remarqué dans des cas comme celui de l'éducation une forte mobilisation. Voilà, bien sûr, avec plaisir, pour avoir été aussi accompagnateur de ce secteur-là, et dans le cadre de la commission. Ça a secoué, il n'y avait pas le pays, mais bon, oui. une grosse partie. Mais il y a quand même il y a des aspects positifs dans ce qui s'est passé. C'est vrai, c'était une difficulté. Alors, février, on démarre. On va construire un projet ensemble avec les syndicats. Donc, première remarque importante que les syndicats ont compris très vite, c'est que le gouvernement était sérieux. Parce que s'il n'avait pas été sérieux, il n'aurait tout simplement pas lancé le dialogue social en début de mandat. Quand vous lancez le dialogue social en début de mandat, vous êtes obligé d'honorer vos engagements. Si vous lancez à mi-mandat, vous allez jouer sur le temps. Donc je pense que cela était une marque de sincérité et d'authenticité de l'action gouvernementale qui était vraiment comprise et bien intégrée par les syndicats. Par la suite, il a fallu le comment et le quoi. Alors, quand vous rentrez dans le quoi, je vais vous raconter une petite anecdote. Nous avons reçu, dans les premières négociations, dans la grande salle du dialogue social que nous avons au ministère, et quand je faisais les tournées avec les patrons des syndicats et de la CGM, et la Comadère aussi, parce que nous avons intégré le secteur agricole, qui est un secteur important et qui emploie beaucoup de monde, et vous avez vu pour les chiffres, la discussion a porté sur le nombre de promesses non tenues par les précédents gouvernements. Eh bien, c'était amusant, parce que, vous savez, c'est facile de ressortir les archives, et quand vous faites le compte, pas moins de 80 engagements de toutes sortes, de tout type. Et bon, c'était le point de départ. C'était le point de départ pour leur dire... est-ce que vous voulez qu'on construise quelque chose? On ne peut pas le faire seulement sur la base d'une shopping list ou d'une liste d'engagement. Il faut qu'on se mette d'accord sur notre façon de travailler.
Donc c'est comme ça que nous avons créé pour la première fois deux dynamiques. Une dynamique qu'on appelle l'institutionnalisation du dialogue social, qui est plus importante que le reste. Ça veut dire? C'est une dynamique qui oblige le gouvernement, qui oblige le patronat, qui oblige les syndicats à se voir au moins 2 fois par an. D'accord. Vous savez, quand vous rencontrez les syndicats en septembre, avant la loi de finances, ce n'est pas simple. Et donc, ça vous oblige à consulter les partenaires sociaux sur ce que vous faites. Vous ne pouvez pas leur faire de coups passagers. Hein. Vous pouvez faire 1 fois, 2 fois. Mais vous ne pouvez pas le faire pendant 3 ans. Ça ne marchera pas. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça pour vous dire, c'est pour cela que vous n'avez pas vu de grève générale dans le pays, alors que d'autres pays, beaucoup plus riches que nous, ont été tout simplement immobilisés. Il n'y a pas eu de... Et même l'éducation, qui est un grand sujet, nous avons pu le surmonter parce qu'il y a un capital confiance qui s'est installé même avec ceux qui protestaient dans la rue. Autrement, on n'aurait pas eu cet accord et surtout ce retour aux écoles, malgré les difficultés et l'historique de ce sujet. Donc nous avons créé cette première dynamique qui est l'institutionnalisation. Donc il y a eu 2 accords que nous avons signés en avril 2022, et pas un seul. Pas juste l'accord, je dirais, où il y a les engagements financiers, les mesures. Il y avait surtout cet accord de l'institutionnalisation, de l'architecture, et ce n'est pas de la forme. Ce n'est pas de l'esthétique. C'est plus important pour les syndicats que le reste, parce que les moyens, vous les avez pas en fonction des lois de finances, de la performance économique. C'est des engagements faits. Mais là, et ça nous a coûté au gouvernement, en temps, en effort, en coordination, et je pense qu'on s'en s'est plutôt bien sorti. La preuve, le dialogue n'a jamais été rompu avec les syndicats sur tous les sujets. Alors toujours dans cette institutionnalisation, nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité, est-ce qu'il y a un équilibre dans les engagements. Et nous avons insisté sur la nécessité de réformer le pays avec les partenaires sociaux, et non sans les partenaires sociaux. Réformer, ça veut dire quoi? C'est une grosse ambition. C'est une grosse ambition qui est en cours. Et dans les semaines qui viennent, vous allez voir les résultats tangibles, au-delà de ce qu'on a fait déjà, que je pourrais vous citer. Donc, on s'est dit que les grandes lois qui doivent changer, parce que le pays en a besoin. D'abord, il y a une loi organique, qui est la loi organique qui organise le droit de grève. Deuxièmement, et c'est un signal important pour tout le monde, pour protéger les travailleurs des abus, pour protéger la qualité du travail dont vous parliez, et pour protéger aussi l'investisseur et l'entreprise, l'économie, je dirais des aléas et des chaos qui peuvent être générés quand les choses sont anarchiques ou pour d'autres raisons que les raisons directes liées à la relation entre l'employeur et l'employé. Donc, deuxièmement, il y a cette loi sur le Code du travail. Pour info, la loi de la grève est une loi qui n'a pas vu le jour depuis l'indépendance, qui était partout, jusqu'en 2016, où l'ancien gouvernement a proposé un projet de loi organique, qui a été adopté en Conseil de gouvernement, qui a été adopté en Conseil de ministres en juillet 2016, qui a été déposé au Parlement en septembre 2016. Et posez-vous la question, pourquoi rien n'a été fait depuis septembre 2016, alors que le processus formel de la loi a passé toutes les étapes? Parce qu'effectivement, il y a eu un déséquilibre important avec le monde syndical. Ce que nous avons repris, je vais vous dire ce que nous avons fait concrètement et l'état d'avancement de ce sujet-là. Donc, la loi sur la grève, le Code du travail. Le dernier Code du travail remonte à 2004. C'est un document comme ça, avec énormément de choses. C'était une grande avancée à l'époque. Oui, il a mis plus de 40 ans à sortir déjà. À sortir. Mais les 20 dernières années ont connu des mutations profondes dans le marché de l'emploi. Je vous donne un exemple. Il y a une injustice dans le Code du travail que nous allons régler dans le prochain code, qui touche tous ceux qui travaillent dans la sécurité. Avant, quand le Code du travail était sorti, il avait prévu pour les gardiens. Oui, d'accord, la sécurité, vous parlez de... sécurité, je veux dire, jardinage et sécurité, etc. Voilà. Donc, il avait prévu pour cette catégorie de la population, ce n'était pas encore un marché à l'époque, il n'y avait pas d'entreprise, c'était plutôt des concierges dans les immeubles, etc. Et donc, il prévoyait qu'ils travaillaient pendant 12 heures. Comme ça, quand vous regardez 12 heures, c'est anti tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'était pour dire que les 12 heures n'étaient pas 12 heures d'affilée, et que le travail n'était pas un travail vraiment continu. Donc une personne pouvait travailler, se reposer, etc. Et par la suite, quand le secteur
s'est organisé et qu'il s'est transformé en travail salarié en bonne et due forme, ben les 12 heures, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Donc on fait énormément sur le plan de la sensibilisation, des contrôles, etc. Mais l'artifice juridique, on le change au niveau du Code du travail, dans la version qui viendra tout de suite après l'adoption de la loi sur le code, qui organise la grève. Donc 2004 à aujourd'hui, il y a énormément de choses. Le travail de la femme, la question de l'intérim, parce qu'aujourd'hui, et les relations entre les entreprises et ceux qui travaillent, le travail partiel, Il y a exactement le télétravail. le télétravail, effectivement, qui est un grand phénomène aujourd'hui, Le Covid l'a fait émerger, et c'est une niche aussi pour de l'export. Ce n'est pas de l'offshoring classique qu'on connaît. Beaucoup de gens peuvent travailler à distance avec l'étranger et ça peut donner lieu à quelque chose de très intéressant sur énormément sur un pool important dans des régions qui ne sont pas forcément les mieux favorisées aujourd'hui en matière d'emploi. Dans le cadre de cette réflexion, est-ce que vous réfléchissez à certaines initiatives qui sont en cours d'expérimentation à l'international? L'exemple la semaine de 4 jours. Est-ce que vous réfléchissez à ce genre d'initiative dans le cadre de la réforme du Code du travail? Ma position en tant que ministre de l'Emploi qui gère le dossier du travail voudrait que, et ça revient à cette grande discussion du début sur le leadership, voudrait que je puisse d'abord offrir un espace pour que les acteurs puissent dialoguer. Nous apportons des éléments d'arbitrage le moment venu. Donc vous allez toujours trouver que quand les choses sont en cours, je ne me prononce pas généralement sur les pistes très pratiques, non pas que je ne les ai pas, au contraire. Et les benchmarks sont intéressants. Et de toute façon, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes ouverts à tout, mais c'est une logique aussi sectorielle, etc. Juste pour vous dire, le dialogue social, donc nous avons fait ce travail, nous sommes parvenus à un accord, 30 avril 2022. Dans cet accord, il y a eu les deux composantes. La composante institutionnelle, qui fait avancer aujourd'hui les choses. Nous avons évité énormément de grèves grâce au dialogue social. Les aéroports allaient s'arrêter en décembre 2022. L'éducation... 2022, c'était au moment de la Coupe du Monde, quand le Maroc venait de passer en demi-finale. Il y avait une grève annoncée, on l'a lu sur les journaux, y compris les vôtres. Et grâce à cette qualité, à ce capital confiance que nous avons avec les syndicats, nous avons pu organiser des discussions, nous avons réglé les problèmes relativement très rapidement. Avec un accord social pour le cas de l'ONDA, par exemple, 2-3 ans. Pas facile du tout. Un secteur qui était à l'arrêt. Parce qu'il y a eu un capital confiance avec les centrales syndicales qui étaient derrière. En l'occurrence, pour ces deux-là, il y avait la CDT et l'UMT, la CDT qui s'occupait des contrôleurs aériens et l'UMT qui s'occupait de ce qu'on appelle les ESA, les électroniciens. Oui. Électroniciens, bon, ça me reviendra, mais il a fallu mener ça. C'est des problèmes qu'on a pu régler en quelques jours, pas en quelques semaines ni en quelques mois. Vous avez arrêté toute l'activité? C'était déjà déclenché, c'était connu, et on allait avoir 0 avion qui allait atterrir au Maroc. Vous imaginez l'image d'un pays qui a fait une révolution dans le monde du foot, qui se retrouve avec des avions cloués au sol et personne ne peut rentrer. On n'y était pas loin. On n'était pas loin. Mais pour vous dire que, voilà, c'est l'accord social, le fait d'intégrer tout le monde dans cet accord, que tous les acteurs cherchent à préserver aussi cette relation, malgré les difficultés, parce que les difficultés émanent de la réalité économique, des déséquilibres, des inerties, du poids des sédimentations, des années d'absence de dialogue social, et pourtant nous avons pu le faire. L'éducation, la même chose. Déjà, on a eu des premières négociations en décembre 2022. Parce que le problème que vous avez vu en octobre, il était posé à la fin de l'année 2022, déjà. Mais vous n'avez rien vu venir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait grâce à une confiance qui était installée avec les acteurs, tous les acteurs d'ailleurs, de la place. Et donc pour vous dire que nous avons conduit quand même un effort important, nous avons fait cette levée de SMIC, cette augmentation de SMIC, ces dialogues sectoriels qui ont démarré dans pas mal de secteurs ou dans des institutions importantes, cette redynamisation de la vie, des libertés et de l'équilibre entre les acteurs, et qui a donné lieu effectivement à un premier accord à l'époque
dans le domaine de l'éducation. C'était le 18 janvier, si ma mémoire est bonne, ou le 14 janvier, je ne me rappelle plus, 2023. Et c'est comme ça que nous avons commencé les discussions avec les syndicats sur les autres sujets, comme le droit, le projet de loi organique sur la grève. Sur lequel vous êtes engagé sur des dates, des deadlines. Alors voilà, on arrive aux dates. Le patron n'est pas content de l'avancement des choses et estime que les échéances ou les dates qui étaient fixées n'ont pas été respectées. Pas du tout, au contraire. C'est juste, en fait, quand on avait fait l'architecture de l'accord social, on était confronté à deux choix. Je vous explique pourquoi c'était historique. Premier choix, c'est de mettre des engagements bateaux. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela, comme des engagements qu'il y avait dans d'autres accords sociaux. Deuxième choix, c'est de mettre des dates et de mettre des lois. Regardez les autres accords sociaux, vous n'allez pas trouver des engagements en matière de réforme. Ça n'existe pas. Donc, première fois qu'on a des engagements en matière de réforme. C'est déjà pas mal. Deux, on a mis des dates. Alors, en mettant les dates, on avait aussi deux choix à l'intérieur de ce choix-là. Des contraintes, hein, les dates. Exactement. Alors, soit vous mettez des dates espacées pour que le ministre ou les ministres ou le gouvernement soient à l'aise, et vous savez qu'il y a un phénomène qui va s'installer quand vous mettez des dates espacées. Il y a un phénomène qui va s'installer, et c'est ce qu'on appelle un phénomène de glissement qui va s'installer, et bien vous n'allez rien faire. Pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous mettez beaucoup de choses sur le long terme, vous ne savez pas ce qui va se passer. Une crise économique, un problème, on ne sait rien. Et puis il y a un mandat pour un gouvernement. Il faut faire les choses au bon moment. Et donc nous avons mis des dates rapprochées, très difficiles, je le savais, mais je me suis dit, vaut mieux mettre ces dates-là et qu'on fasse le maximum. Et je veux bien supporter la critique de dire qu'on est en retard, plutôt que de dire qu'on a fait les choses juste pour la forme. Et d'ailleurs, ça donne des fruits. Parce que quand vous êtes en retard, tout le monde est en retard sur ces sujets-là. Et donc, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, mais l'orchestration et la trajectoire étaient la suivante. D'abord, faire des dialogues sectoriels pour permettre à des populations des catégories des fonctionnaires ou de la population de se retrouver. Par la suite, ouvrir les grands chantiers, en particulier le chantier de la loi sur la grève. Nous avons pu faire cela. Nous avons mené pas moins de 20 réunions avec les syndicats, avec le patronat, avec les différents départements ministériels. Et nous avons pu collecter énormément de remarques dans le respect, c'est fondamental s'il vous plaît, dans le respect de l'optique de chacun des acteurs et dans l'équilibre voulu par la Constitution, par cette loi, parce que ce n'est pas une loi qui viendra rétrécir les libertés, au contraire, c'est une loi qui viendra organiser les choses de façon à ce que les employés puissent être préservés et les entreprises puissent fonctionner. Croyez-moi, il y a des espaces intéressants. Et donc, le round d'avril, Inch'Allah, connaîtra l'issue heureuse de ce projet important. En accord avec les syndicats, nous sommes à un niveau très, très, très avancé sur ce sujet-là. Vous avez une voiture qui est prête? Je ne voudrais pas en dire plus. Nous sommes sur un niveau très, très avancé. Et nous avons fait le choix de ne pas retirer la loi des institutions, parce que c'est une loi qui est déjà déposée au niveau du Parlement. Au niveau de la première mouture, Sidi, quelles sont les dispositions qui ont été ouais, c'est Hassan. Je t'ai dit tout à l'heure que ma position doit permettre aux acteurs de pouvoir... mais on peut en parler rapidement. Non, franchement, nous sommes vraiment au cœur de la discussion. Et l'idée, globalement, c'est que cette loi doit pouvoir organiser le droit de grève dans le secteur public, dans le secteur privé. C'est un scoop, là, ce que vous êtes en train de nous dire. Comment? C'est un scoop, ce que vous dites. Bah, écoutez, le scoop, c'est dans les délais. Le scoop, c'est dans les délais parce que c'est vraiment réel et c'est une réalité. Il y a une mobilisation sans précédent par le gouvernement avec les acteurs sociaux. Et franchement, je suis agréablement surpris par la réactivité des acteurs sociaux du moment qu'ils comprennent que vous n'avez pas d'agenda derrière. Ça rejoint ce que vous avez dit, le passage du marchandage à la négociation. Parce que la négociation suppose de prendre en compte et prendre soin, excusez-moi du terme,
prendre soin des enjeux des autres. Les enjeux des autres. Si notre objectif est de préserver la qualité du travail, les droits des gens, aucun syndicat ne peut vous dire non. Maintenant, dans le comment, naturellement, on peut discuter des délais pour annoncer une grève, des délais pour pouvoir l'arrêter, du dispositif du service minimum dans le secteur public quand il doit être là, du dispositif, je dirais, du contrôle de l'efficacité d'un certain nombre de choses, de la définition de la grève elle-même, etc., etc. Ouais, qui était déjà il est dans toutes les lois de grève dans le monde entier. Mais nous avons annoncé que pour la mouture de la loi sur la grève, c'est pour avril. Oui, en fait, carrément. Oui, non, vous pouvez titrer sur ça, il n'y a aucun problème. Bien sûr, ça, vous êtes le premier à l'avoir. Dans le cadre du round du dialogue social. Vous allez démarrer quand exactement en avril? Je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas, c'est dans quelques jours. On va voir. C'est une question juste d'agenda, mais de toute façon, on est obligé de le faire en avril. Au plus tard. On démarre au plus tard en avril. On ne démarre pas en avril. Comment? Hier, il y a un certain nombre de sujets qui sont posés sur la table. Forcément, le sujet je dirais, du pouvoir d'achat est un sujet qui est toujours posé dans tous les rounds. Les avancées sur les secteurs aussi, ce sont des sujets qui sont posés. Il y a énormément de choses qui sont posées sur le... Mais je suis en train de faire, c'est-à-dire l'information que je peux vous donner, Zama, avec toute la bienveillance que j'ai pour l'exercice, c'est que je suis vraiment en tournée pour une deuxième tournée. J'en ai fait une première en janvier, je suis en deuxième tournée pour affiner l'ordre du jour avec les syndicats et la Confédération générale des entreprises du Maroc, en concertation. Je fais une tournée avec chez les partenaires sociaux, c'est-à-dire je rencontre les patrons des syndicats et de la CGM pour préparer vraiment, nous sommes en train d'affiner l'ordre du jour. Donc dernière ligne droite, tournée, puis pour pouvoir avoir un ordre du jour qui soit à la hauteur, parce que n'oublie pas, on devait faire le round en septembre. Il y a eu le séisme. Oui, absolument. Nous avons consulté les syndicats et nous avons trouvé un comportement tout à fait honorable pour dire nous comprenons tout à fait, et nous avons voulu reporter le round pour décembre ou janvier. Il y a eu les évolutions en matière dans le domaine de l'éducation. Nous étions vraiment focalisés, et c'était un travail qu'on a fait d'ailleurs avec le champ syndical et les représentants des différents grévistes. Et puis nous avons pu, dès que ce sujet a été plus ou moins clôturé, réouvrir les discussions. Je pense que c'est très bénéfique, franchement, pour la santé institutionnelle de notre pays. Ce qui se passe est franchement très positif. Ça permet de voir que notre pays est un pays qui est franchement résilient. Quand il y a un problème, on déploie une architecture de négociation, on regarde quels sont les moyens mobilisables. Il n'y a pas de crise de confiance. C'est important. Quand le gouvernement annonce un budget, il le tient. Quand il dit qu'il n'a pas de budget, il n'a pas de budget. Donc on est vraiment au-delà de ce qu'on a observé pendant les dernières années et qu'on observe toujours dans un certain nombre de pays où il y a une crise de confiance. Et rien que cela permet d'aboutir à des accords plus facilement, car toutes les parties prenantes savent que c'est le maximum que la collectivité ensemble. يعني واش تحضر ان الوزارات ما كتجلسش يعني في طاوله الحوار مع التنسيقيات وكتعتبرها يعني ما عندهاش التنظيم الذاتي الى اخره. كيفاش كتنظروا هذا الموضوع هذا وكيفاش ممكن واش ممكن تنظموا التنسيقيات في المستقبل او لا انهم خصهم يديروا نقابات باش انهم ممكن يكون الحوار معهم يعني في اطار قانوني وفي اطار منظم. Si vous permettez, M. le ministre, sur le même point, est-ce que... Par rapport à la question des coordinations, est-ce que ces nouvelles structures vont être prises en compte dans le cadre de l'élaboration de l'autre loi organique sur les syndicats? أولاً بالنسبة للقانون، بالنسبة لما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، هو أن هنالك 3 تاع قوانين. قانون ديال المعالجة ديال القضية ديال الإضراب، يعني تنظيم حق الإضراب، قانون الشغل، وقانون النقابات، مع واحد الأجندة. القضية ديال التمثيلية بصفة عامة في الحقل
النقابي هي قضيه مطروحه في العالم كله، كيف ما هي مطروحه في الحقل السياسي، كي هي مطروحه في نسب المشاركه الى اخره. المهم عندنا في المغرب هو انه الحقل النقابي هو حقل مهم عنده واحد شرعيه تاريخيه. يعني كنرجعوا للور في التاريخ كنلقاو الحقل النقابي كان مساهم في استقلال البلاد بشكل كبير جدا. يعني اندلعت الاحداث 55 وهذا في الدار البيضاء، راه الحقل النقابي اللي كان وراء القوه الضاربه ديال المغاربه في وجه المستعمر. وهذا الحقل النقابي تطور عبر التاريخ، والحمد لله اليوم عندنا تعدديه في الحقل النقابي، وهذا مساله اساسيه. وعندنا تنظيمات نقابيه واسعه وشاسعه وموجوده بدرجات متفاوته حسب القطاعات وحسب يعني المجالات والجغرافيا. الذي حدث هو انه تم الاجهاز على هذا الحقل النقابي في الفترات السابقه، لانه ملي ما تعطاش الحق النقابي الاحترام اللازم باش يقدر هذا الحق النقابي يكون واحد المحاور ذو مصداقيه، تم الاجهاز على المكتسبات النقابيه وهي مكتسبات ديمقراطيه بالنسبه للبلاد. فما فعلته هذه الحكومه هو اعاده الحياه للحوار الاجتماعي عبر النقابات. بطبيعه الحال المخلفات ديال هذا المسار التاريخي يجعل على انه في بعض القطاعات يقدروا يكونوا حسب الاحوال واحد الاشكاليات ديال التمثيليه بشكل او باخر، ولكن احسن طريقه باش نتغلبوا عليها هو الادماج ديال الجميع في الحوار. كتبقى من الناحيه المؤسساتيه كيفاش يمكن لك دير. القانون واضح في هذا المجال، الحوار يكون مع المؤسسات التي لها شرعيه، ولكن بطبيعه الحال القوانين يجب ان تمكن من ان هذه الشرعيه تزيد تحسن. فكيف ما درنا في الحقل السياسي غادي يكونوا اصلاحات في الحقل النقابي. وكنعاود نقول لكم المهم في هذه الرساله هو ان النقابات في حد ذاتها اللي تكلمنا معها حتى هي واعيه بضروره الاصلاحات، غير كنديروه بواحد الشكل اللي فيه واحد الحوار، وكناخذوا العبر من جميع الامور اللي واجهناها بما فيه الازمه اللي كانت ديال التعليم. وكيف ما لاحظتوا في ازمه التعليم رغم وجود يعني تعبيرات خارج النقابات، يعني تم بواسطه النقابات الاستقبال ديال هذه التعبيرات عبر النقابات وعبرت على الراي ديالها، وكان ذلك كفيلا باننا وصلنا لواحد الحل الذي تم احترامه على ارض الواقع. الاتفاق الذي وقع في دجنبر 2023 تم التوقيع عليه مع النقابات. اتفق معايا ولا ما وقعناش مع شي تنسيقيه من التنسيقيات، لان مفهوم التنسيقيه هو مفهوم افيمير، كتنشا واحد التنسيقيه لواحد الغايه ومن بعد تتمشي، ولكن النقابات تتبقى باش نقدروا نباشروا سميتو. فعندنا درنا واحد التمرين اللي كان فيه واحد الدور ديال النقابات مع التعبيرات الاخرى، باش ما نسميهاش تنسيقيات بالذات، مع تعبيرات اخرى، وعطات واحد النتيجه وخدينا هذا العبار وغادي سوف نترجموها في الاصلاحات المقبله باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين. داكوغ باش البلاد كتمشي وكت سميتو. Donc j'espère que j'ai répondu un peu à la question. Désolé de ne pas pouvoir dire plus sur la loi sur la grève, vous comprenez, parce que nous sommes vraiment à un moment où nous créons un espace de discussion. Nous espérons pouvoir aboutir à quelque chose qui soit avec un accord, mais de toute façon, il y aura un processus qui doit respecter les règles, à savoir passer par les deux institutions parlementaires. C'est une loi organique. Comme c'est une loi organique, même si elle touche au domaine des syndicats, enfin au domaine de la grève, elle ne passe pas par la deuxième chambre, elle passe d'abord par la première chambre. On va atteindre la deuxième chambre. Pour le code du travail, est-ce que vous allez, enfin, la CGM qui s'accroche à la flexibilité du travail, ce qui n'est pas très apprécié par les syndicats, également la facilité de licenciement qui est demandée par le patronat dans les syndicats 50. C'est-à-dire vous êtes où par rapport à ces discussions avec les différents partenaires? Alors, il n'y a pas encore de discussion officielle sur le Code du travail parce que nous avons prévu un enchaînement
nous on terminerait par la loi organique sur la grève avant de passer au code du travail. Pourquoi? Nous avons prévu un enchaînement parce que ce qui explique l'absence d'accord dans un certain nombre d'expériences internationales, c'est le manque de confiance. Vous savez, c'est difficile dans l'action de décider et de travailler chaque jour, de prendre de la hauteur par rapport aux dispositifs et aux mécaniques et d'investir dans la confiance. Mais croyez-moi, personnellement, je suis très content parce que ça a donné des résultats inattendus. Donc, le capital confiance que nous avons renforcé avec les syndicats permet aujourd'hui de discuter la loi organique sur la grève. Il permettra, Inch'Allah, à partir du round d'avril, de démarrer tout de suite après la discussion sur le Code du travail, parce que pour rappel, le Code du travail était prévu pour juillet 2023 et la grève pour janvier 2023. Nous n'avons pas fait la grève en janvier 2023 pour les raisons que je vous ai citées. Il a fallu terminer, parachever l'éducation, etc. Dès qu'on a terminé l'éducation, nous sommes passés à la loi sur la grève. Et donc, dès qu'on terminera la loi sur la grève avec le round d'avril et son lot social, nous passerons, Inch'Allah, au Code du travail. Alors, le Code du travail, effectivement, à première vue, il pourrait sembler qu'il y ait une opposition entre les positions des syndicats et les positions du patronat. Ce n'est pas si vrai que ça. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes, je vous donne un exemple concret, pour descendre un peu et être sur le... quand vous regardez les personnes qui ont SMIC, je vous donnerai le chiffre exact, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas, une bonne partie des personnes déclarées dans la sécurité sociale sont déclarées avec des salaires qui ne sont pas égaux au SMIC. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent, théoriquement, qui ne travaillent pas à plein temps. Des gens... Sans sous-déclaré. Le SMIC est horaire, de toute façon. Le SMIC n'est pas mensuel. Le SMAG, lui, il est journalier, mais le SMIC est horaire. Mais sans rentrer de sous-déclaration, pas sous-déclaration, parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres chiffres et on va vous les fournir. Mais l'idée des syndicats est de dire, s'il vous plaît, ce que nous cherchons d'abord, c'est que les dispositions légales soient appliquées. Donc, il n'y a pas juste une question de loi ou du Code du travail. Il y a le Code du travail et ce qui va être appliqué dans ce Code du travail. Quand je rencontre les syndicats, ils me disent que sur les 20 dernières années, les principales causes des grèves, d'après les syndicats, ce ne sont pas des cahiers revendicatifs, ce ne sont pas des hausses de salaire. C'est soit les salaires n'ont pas été réglés, soit éventuellement des abus ou des écarts par rapport à l'application de la loi. Quand vous regardez les entreprises, ben ils vous disent, écoutez, nous, entreprises, parce que de quoi est-ce qu'on parle dans les entreprises? Les chiffres de la CNSS, le nombre d'emplois créés par les entreprises de plus de 500 personnes est égal au nombre d'emplois créés par les entreprises de moins de 50 personnes. Et je vous donnerai le chiffre, il est là. C'est-à-dire, dans la granularité du truc, vous allez trouver aussi qu'il y a une difficulté, effectivement, par rapport à la topologie de notre tissu économique. Les grandes entreprises, généralement, elles respectent, etc. Mais dès que vous descendez en bas, vous avez des vraies difficultés en matière de cash, de trésor, de modèle économique, de l'informel, d'une concurrence qui peut être déloyale. Et ça n'aide pas forcément les entreprises aussi à prendre en charge complètement les charges. Donc le coût du travail, en fait, derrière le code du travail, la vraie discussion, c'est le coût du travail par rapport aux charges de l'entreprise et par rapport à la dignité et à la décence du travail. Donc c'est ça l'équation. Vous voyez, donc on part d'une discussion un peu idéologique sur le principe, flexibilité, pas flexibilité, licenciement, etc. Ce n'est pas la discussion. Que cache le licenciement? Il cache un malaise économique en général. Bon, bien sûr, ceux qui veulent être contre la loi, c'est autre chose. Il faut sévir. Mais en réalité, que cache un licenciement? Que cachent ces demandes de flexibilité? Et que cachent les demandes des syndicats par rapport au travail décent? Par rapport juste à l'application du SMIC? Par rapport au respect des horaires du travail? Par rapport au hors-site dans le travail, qui est l'un des principaux facteurs d'ailleurs qui doivent être améliorés pour améliorer le travail de la femme. Des transports pour arriver au boulot.
l'aménagement des horaires, etc. Donc pour moi, la discussion elle est autour de ces thématiques-là, plutôt que de rester sur un niveau purement, je dirais, où les gens campent sur leur position. Et je pense qu'on a compris cela avec les syndicats. Je ne pense pas que l'exercice sera un exercice impossible. Franchement, je vous le dis tout de suite, la loi sur la grève est plus difficile que le Code du travail. Parce que dans le Code du travail, il y a énormément de choses à faire. Il y a des injustices à réparer comme celles que je vous ai citées tout à l'heure. Et il y a une organisation, des relations qu'on peut revoir, parce qu'en fin de compte, les pays qui réussissent dans le marché de l'emploi, l'exemple allemand étant un exemple saillant. Moi, j'irai en Allemagne bientôt à l'invitation des ministres concernés pour ce sujet, pour un autre sujet qui est celui de la migration. On aimerait aussi en parler. Avec plaisir. Je termine ce point rapidement. Donc, vous avez l'essentiel se passe dans des discussions au sein de l'entreprise, dans le cadre de ce qu'on appelle les conventions collectives. Combien de conventions collectives on a au Maroc? Une centaine. Une centaine. Nous avons pris un engagement important dans le dialogue social pour dire que nous voulons augmenter les conventions collectives. Imaginez que vous vouliez faire, qu'on veuille atteindre des augmentations de salaire chez les employés dans le secteur privé. Comment vous allez le faire? Ce n'est pas comme le public. Dans le public, vous avez un budget. Vous décidez si vous avez l'argent ou pas. Mais dans les entreprises privées, ça ne peut se faire que dans le cadre d'une convention collective. Alors, le manque de conventions collectives par rapport, enfin, le nombre pas très important, c'est-à-dire le mécanisme par le biais duquel vous voulez intervenir, il n'est pas très, très fort. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un prix. Bon, c'est une mesure symbolique, mais elle va donner de l'effet. La première édition sera là, c'est après l'accord social. La première édition sera en 2024, Inch'Allah. Et nous allons voir comment pouvoir encourager les conventions collectives par un certain nombre de dispositifs, y compris le fiscal, parce qu'il y a des pays qui l'ont expérimenté et ça a donné de bons résultats. Vous voyez, nous venons de loin. Vous avez vu le nombre de sujets que je vous ai listés, le nombre d'incompréhensions qu'il y a eu, l'inefficacité dont nous avons témoigné pendant beaucoup d'années dans les interventions de l'État sur ces aspects-là, parce que c'est très concret. Et nous avons des expériences qui marchent très bien. Je vais vous donner un exemple qui marche très bien. Nous avons lancé Aourash. Je vais vous parler d'une partie de Aourash. Pour rester dans le sujet, sans parler de Aourash proprement dit. Nous avons lancé Aourash la première année. On a fait 100 000 emplois provisoires. 4, 5, 6 mois, où nous avons payé le SMIC. C'était la condition. Ça a fonctionné, vraiment ça a fonctionné. 5600 associations, les territoires ont été responsabilisés. Nous avons mis en place une architecture inédite dans l'histoire des programmes au Maroc, c'est-à-dire l'argent, les 2 milliards 250 millions de dirhams, nous ne les avons pas mis directement chez les associations qui emploient les personnes, mais nous les avons mis directement chez la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et on a dit à chaque employeur de ces associations-là, quand il déclare par le bordereau de la CNSS que vous connaissez, à la CNSS, donc la CNSS, elle paie directement le bénéficiaire. Comme ça, on minimise toute intervention humaine et toute interprétation. C'est pour cela que ça a réussi. Et ça a permis d'avoir aussi un système d'information pour suivre ces gens-là. Est-ce qu'ils ont retourné au marché de travail ou pas, etc. La deuxième année, nous avons fait la même chose. Et vraiment déployer un programme en 6 mois avec 100 000 personnes, je n'en ai pas vu beaucoup. Au Maroc, jamais. Parce que c'est réel. C'est des gens qui se présentent, c'est du travail, il se fait dans les territoires, 30% de femmes, 60% dans les milieux urbains, dans les milieux ruraux, 40% dans l'urbain. C'est incroyable. 70% des personnes n'ont aucun diplôme. Et ça a allumé tout de suite un indicateur. Parce que dans l'INIT, dans les 1,5 million que vous avez de chômeurs, et dans ceux qui se rajoutent, les 157 000 que je vous ai dit, travail non salarié, non diplômés, difficile à absorber par les secteurs structurés. 50% de ces personnes-là n'ont pas de diplôme. Donc qu'est-ce qu'on a dit? En 2023, nous allons tester un programme grandeur nature pour cette population en particulier. Donc nous avons développé... On parle bien d'ENIT. On parle d'ENIT, oui. Donc, à l'intérieur d'Aourash,
nous avons imaginé un programme qui s'appelle Aourash longue durée. Contrairement à Aourash courte durée, si vous voulez, qui se passe via des associations dont des travaux d'intérêt général, Aourash longue durée se passe au sein des entreprises. Donc, une entreprise recrute quand elle a de vrais besoins de recrutement, pas des besoins de la collectivité comme ceux qu'on a fait dans Aourash, dans les 100 000 d'Aourash. 200 000 en fait, 100 000 2023 et 100 000 2022. Donc, on a fait un programme pour 50 000 personnes, qui est un chiffre important. C'est vrai, il n'atteint pas les 157 000 que nous avons en matière de chômage, mais 50 000, ce n'est pas 2 000, ce n'est pas 5 000, ce n'est pas les petits programmes pilotes. Et qu'est-ce qu'on a dit? On va mettre en place une mesure, mais efficace, qui est celle de la prime à l'emploi. Et pour la première fois, depuis vraiment l'indépendance de ce pays, et depuis la création de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des compétences en 2000, 2001, 2001, le 2000, hein? 2000. En 2000, nous avons un programme qui cible les non-diplômés. Toutes les mesures que le Maroc a mises en place en matière d'emploi ont ciblé les diplômés. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons donné 1500 dirhams par entreprise qui recrute une personne par mois. Donc l'entreprise bénéficie de ces 1500 dirhams pendant 9 mois, à condition que la personne puisse rester au moins 1 an dans l'entreprise. Donc si c'est quelqu'un qui va être payé au SMIC, vous avez donné pratiquement la moitié du salaire pendant 9 mois. Et en plus, on a activé un budget important en matière de formation qualifiante pour dire à ces entreprises, si vous voulez former ces gens-là, on vous donne de quoi les former. On a responsabilisé la NAPEC autour de ce... On a fait le lancement institutionnel en juillet, ça a démarré effectivement en octobre, et aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement à la moitié de l'objectif qui est atteint. Et franchement, j'ai visité dernièrement l'une des sociétés, Léonie, qui a recruté 2500 personnes, et j'ai été frappé par la pertinence des résultats. Les personnes que j'ai pu voir, j'ai vu les personnes sur place, j'ai vu 1 millier de personnes sur place. Qu'est-ce qui se passe? C'est des personnes qui ont quitté l'école à la fin du primaire. Une fille de Stats, parce que le truc est à Brachid, donc ils ont sourcé à Stats, ils ont sourcé à Bni Millel, ils ont sourcé à Azilal, ils ont sourcé à Khnefra, avec le bassin d'emploi. Ils ont sourcé un peu à Casa. Je lui ai posé la question, c'est quoi votre salaire? Elle m'a répondu en arabe, 61 riyal. Vous imaginez, Sida Khaja men 16, première année de collège, dernière année du primaire, 61 riyal. Elle a la CNSS, elle a le transport, elle a fait, mais on les avait subventionnés aussi, ces entreprises, en complément dans la formation professionnelle. Donc ils ont un centre de formation subventionné par l'État. On le fait avec beaucoup d'entreprises comme Renault et d'autres, à travers le département de la formation professionnelle qui fait partie du ministère, dans le cadre de ce qu'on appelle les centres de formation intra-entreprises. D'accord? Et donc ça, c'est une disposition fondamentale qui permet aux entreprises de former avec leur propre carte de formation, parce que vous avez beau donner des chèques formation, ça ne marche pas très bien, parce qu'ils ont beaucoup de spécifiques. Donc l'entreprise, elle investit, elle a le local, elle aménage une partie de son local pour former les personnes qui rentrent, fait le tour, 1 mois de formation, 1 mois de formation. Moi, j'avais les... C'est du câblage, là. C'est du câblage. Mais on en a dans le textile, Fruit of the Loom, à côté. Il faut faire des reportages sur ces sujets-là, on peut vous faciliter ces choses. Il y a beaucoup, et c'est des histoires importantes. Maintenant, le scale. Il nous faut la taille. Et donc, on passe à la vitesse supérieure, Inch'Allah, Ramadan, en augmentant les possibilités par rapport à ce type de programme. Donc, qu'est-ce qu'on finance? On finance des centres de formation, on finance des équipements. Et l'entreprise, elle s'organise et elle intègre ces formations dans son circuit de production. Pour Aourash 2, si nous avons pu dépasser 20 000 sur 50 000 en vraiment 2 mois, vous savez c'est quoi le blocage pour aller plus? C'est incroyable. Le seul blocage que dont les entreprises dont elles nous ont fait part, leur capacité interne à accueillir plus de 100 ou la 200 ou la 1000 personnes par mois. C'est tout. Mais les besoins sont énormes. Et quand vous demandez à une personne, quand vous permettez à une personne de rester pendant 1 année,
ça permet à la personne d'augmenter ses chances pour être gardée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'une pierre, plusieurs coups. Vous garantissez le SMIC. Dès le départ, notre condition pour financer Aouraj 2, c'était le SMIC. Donc, si quelqu'un ne déclare pas la totalité des jours, il ne peut pas bénéficier de Aouraj 2. Donc, tout de suite, on enlève tout ce qui est jeu pour pouvoir sous-déclarer des gens. On a dit 1. 2, on est relativement généreux, parce que c'est quand même 1500 dirhams par mois, et pour des entreprises, ça peut atteindre 20 millions de dirhams. Et on a fait une bonne gestion de cash. Donc on s'est mis à la place des entreprises pour qu'elles soient sûres de recevoir l'argent le mois N+1. Et c'est instantané. Donc ce n'est pas des procédures de paiement avec une complication bureaucratique, avec des pièces, avec déclaration CNSS, vous êtes payé. C'est ce que je veux dire. Et troisièmement, pour la première fois, nous avons ouvert aux non-diplômés. Personnellement, pas besoin de retransmettre ça, mais j'avais les larmes aux yeux quand j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas travaillé, qui ont travaillé dans l'informel, qui étaient à 800 dirhams, à 500 dirhams par mois, qui ont fait tout sauf travailler, avec, franchement, et avec une perspective d'avenir. Et d'après le DRH de la boîte, on leur rend leur dignité. Mais bon, pendant un certain temps, il faut maintenant qu'ils restent dans les entreprises ou bien qu'ils retrouvent du travail. Ils ont de grandes chances. Mettez-vous à leur place. C'est une personne qui a passé au moins 1 mois de formation intense. Il n'avait pas de métier, il a un métier. Vous avez beau le mettre à l'OFPPT dans une école, ce n'est pas la même chose. Il a été formé au sein d'une entreprise. Dans le système et les formations, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez que je rentre dans le détail, je rentre dans le détail. On va créer, mais non, c'est-à-dire que ces gens, dynamique, voilà. Il y a une dynamique, il y a de... C'est-à-dire on ne doit pas les lâcher. On ne doit pas les lâcher par la suite. On revient à la définition de l'État social. Bon, là c'est un bel exercice. Alors revenons à la définition de l'État social qu'on a dit au début. Tu as des choses, Khadija, qui sont importantes. C'est-à-dire, on a dit, on donne à l'individu les moyens pour qu'il puisse se frayer son propre chemin. Il n'y a aucune garantie de l'emploi dans le monde entier, ça n'existe pas, à vie. Par contre, quand quelqu'un, très tôt, vous lui donnez la chance d'avoir une formation, d'avoir le salaire et de travailler pendant une durée relativement longue. Si c'était 4-5 mois, j'aurais été sceptique. Mais 1 an, quand même, la personne, si elle est bonne et que l'activité économique est correcte, l'entreprise, bon, franchement, oui, il a de la chance. Tout intérêt à gagner. Nous avons signé la semaine dernière 15 000 emplois, on vous donnera les détails, 15 000 emplois avec la même entreprise d'ici 2026 et avec l'accompagnement de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Oui, il a confirmé cette tendance et la confiance qu'ils ont. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit pour finir ce sujet? Les personnes qui ne sont pas diplômées s'accrochent au job. Parce qu'elles en veulent. Elles s'accrochent au job. Mais est-ce qu'il y a des petites boîtes qui acceptent? Parce que le tissu quand même économique, c'est pas que les grandes entreprises, c'est chouïa. À 99% ou bien 92%, c'est des PME, des petites structures. Est-ce qu'elles prennent? Oui. Nous avons un autre programme qui fonctionne très bien sur ce sujet-là. Il y a Aouraj 2, bien sûr, qui est bénéfique aux petites entreprises et qui est ouvert, et nous avons de bons chiffres là-dessus. Mais naturellement, les petites entreprises ne vous donneront pas les grands chiffres. C'est-à-dire qu'il faut une agrégation plus importante. Mais nous avons effectivement nous avons un autre programme, celui qui s'appelle Tahfiz, qui est vraiment intéressant, parce qu'il permet à une entreprise nouvellement créée, par contre, moins de 5 ans d'existence, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de bénéfices. L'IR qui n'est pas payé, et la prise en charge de la CNSS. Mais ce que nous avons fait à l'ANAPEC, et là je viens à un sujet peut-être plus central dans l'affaire, n'hésitez pas à m'interrompre. Après nous, vous allez... Ça fait. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit quand même, pour revenir vraiment à l'échelle dans l'analyse du sujet, on a parlé de l'emploi, on a parlé des 3 dynamiques, on a dit qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qui fonctionnent beaucoup moins bien. Je suis resté sur l'emploi salarié, on a fait le lien avec le dialogue social, on a fait le lien quand même avec cette paix sociale et avec les avancées qu'on essaie d'apporter. On a fait le lien avec le Code du travail et la loi sur la grève qui vont libérer les emplois. Il ne faut pas oublier ça, parce que vous avez l'investissement, vous avez un certain nombre de choses qui vous permettent d'avoir des emplois, vous avez la formation, qui est un autre sujet qu'on pourrait aborder plus tard, mais vous avez aussi les lois
qui doivent permettre d'enclencher une grande dynamique. Donc l'arrivée du Code du travail va permettre aussi d'envoyer un signal à tous ceux qui hésitent, qui sont frileux, qui sont de pouvoir faire plus d'efforts. Maintenant, il faut accompagner ça par des mesures incitatives, ce qu'on appelle les politiques actives de l'emploi, dans lesquelles il y a ces programmes de type Aourash, Tahfiz, Idmej et autres. On a observé le travail de l'ANAPEC. Vous savez, l'ANAPEC a fait l'objet d'un audit de la Cour des comptes avant ce gouvernement. Il y a eu un rapport qui est sorti de la Cour des comptes qui pointait du doigt les insuffisances que cette agence, qu'avait cette agence en matière d'intermédiation. Et c'était mon premier point de départ, à travers une restructuration de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Donc la première phase est achevée aujourd'hui. Nous allons passer à la deuxième phase avec le chef du gouvernement. Donc ça aussi, c'est une information. Voilà. Ça, c'était l'information. Voilà. Alors la première phase. D'abord, c'est une agence qui a des acquis importants. Le nombre de personnes, presque 600 conseillers. Le nombre d'agences, c'est l'une des rares agences dans le pays qui a une présence territorialisée. Vous êtes à combien? Les agences, nous sommes déjà à 90 et nous avons un programme sur 300. Et vous n'allez pas trouvé un autre organisme de l'État présent dans toutes les préfectures et les provinces, avec vraiment un travail de proximité. Donc, ça c'est du off. Oui. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui est passé par l'ANAPEC qui a trouvé le travail. Travail. J'ai rencontré une entreprise qui a pu recruter par l'ANAPEC, y compris celle-là. Alors c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, parce que le nombre d'entreprises qui recrutent, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs que vous, ou des personnes à qui vous vous adressez. Si vous allez dans l'industrie, vous n'allez trouver aucune entreprise qui n'a pas travaillé avec l'ANAPEC. C'est vraiment le contraire dans le secteur industriel, parce que l'ANAPEC devient intéressante, d'après son positionnement jusque-là, quand il y a des recrutements en masse. Quand il faut recruter 2 personnes, vous allez vous en débrouiller vous-même. L'ANAPEC va être intéressante quand elle va faire du sourcing pour des entreprises qui ont besoin d'une population et une entreprise qui veut bénéficier des mesures de l'emploi. Si pour vous, peut-être 1000 dirhams ou la 1500 dirhams ne fait pas la différence, vous n'allez sûrement pas vous retrouver. Mais pour une entreprise qui va recruter 1000 ou 2000 ou 3000 ou 5000, bah vous multipliez le 1000.